Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Cet hymne des Restos du Cœur devenu célèbre n'a apparemment pas encore touché assez de cœurs. Pourquoi manquer de nourriture alors que chaque habitant dans le monde pourrait disposer d'environ 1 kg de céréales par jour? En cette période de carême, les œuvres caritatives chrétiennes organisent des campagnes d'information sur cette question. Autour de Catherine Kammerman, les invités de Dieu sait quoi vont tenter de donner des clés pour comprendre cet état de fait. Madame, Monsieur, bonjour. Selon l'ONU, 24 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde. Une situation intolérable au XXIe siècle sur une planète pleine de richesses et de ressources. Des richesses sans doute mal réparties, c'est ce que nous verrons avec nos invités. Mais avant tout, Christiane Berthiaume, il faut rappeler que les droits de l'homme consacrent un chapitre à l'alimentation. Aujourd'hui, on compte 840 millions de personnes qui ont faim dans le monde. 840 millions de personnes qui se couchent tous les soirs le ventre vide, qui ne savent pas ce que c'est que de ne pas avoir faim. C'est moralement intenable parce que, comme vous l'avez dit, on produit aujourd'hui suffisamment de quoi nourrir tous les hommes, les femmes et les enfants de la planète. Le problème, c'est un problème de pauvreté. Les gens n'ont pas les ressources financières nécessaires pour s'acheter de la nourriture. C'est donc intenable moralement, c'est intenable économiquement, parce que comment peut-on imaginer que quelqu'un qui a faim, qui passe toute sa journée à chercher de la nourriture pour lui, pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille, puisse avoir du temps et de l'énergie à consacrer au développement économique de son pays. Et c'est aussi un problème des droits de l'homme, un problème de sécurité. Est-ce que quelqu'un qui a faim ne va pas tuer, ne va pas voler pour se trouver de quoi manger? Vous savez, sur le terrain, très souvent, les gens nous racontent à quel point c'est intolérable. Les pères viennent nous voir en nous disant « Je ne peux plus entendre mes enfants pleurer parce qu'ils ont faim ». Est-ce que cet homme-là ne va pas voler, ne va pas même tuer? Alors nous, au PAM, on dit que le respect des droits de l'homme, ça commence par un bon petit déjeuner le matin, et que c'est la base, et que c'est le problème numéro 1, celui pour lequel, malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'efforts. Je pense que si on réglait ce problème dans le monde, on réglerait beaucoup de choses, et on apporterait sûrement beaucoup plus de stabilité. Shafik Keshavji, la prière dans la religion chrétienne, donnez-moi notre pain, donnez-nous notre pain quotidien, c'est là pour dire qu'au fond, la nourriture est vitale pour l'homme. On voit bien que dans cette prière que Jésus nous a enseignée, donne-nous notre pain d'aujourd'hui, quelle est l'extension de ce nous? Est-ce que le nous, c'est ma personne, ma famille, mon pays, ou est-ce que ce nous s'élargit aux dimensions de l'humanité? Et selon la conception qu'on va avoir de ce nous, eh bien, ça va impliquer, ça va orienter notre action très différemment. Il me semble que la Bible nous enseigne dès le départ, c'est que Dieu veut créer l'abondance et veut que les humains soient nourris. Et la dernière image de la Bible, c'est l'image d'un festin. Donc, entre cette création où tout est offert et puis cette image du festin du royaume, eh bien, il y a toute l'histoire de l'humanité. Et cette histoire est tissée d'injustice, d'inégalité de répartition, de misère. Et c'est précisément là que la prière du Christ peut stimuler le chrétien à essayer de réfléchir, à essayer de s'impliquer. Ça peut le stimuler à vraiment entrer dans une vie de partage. Le jeûne, le carême, c'est une solidarité à l'égard de ceux qui ont faim? Il y a toujours plusieurs dimensions au jeûne, mais bien évidemment, une des premières dimensions, c'est de sentir dans son propre corps ce que c'est que d'avoir faim. C'est de pouvoir se priver. Alors c'est bien sûr, c'est très différent de se priver soi-même ou d'être obligé de se priver. Mais lorsqu'on se prive soi-même de nourriture ou d'autres choses, et qu'on expérimente dans son propre corps ce que c'est que de manquer, ça suscite aussi de la générosité. Ça suscite aussi un autre regard sur l'alimentation. Lorsqu'on s'est privé, on va entrer dans une autre relation avec la nourriture, mais aussi... Lorsqu'on parle de ces chiffres, ça reste des chiffres très abstraits. Chaque 840 millions, c'est chaque fois un individu. Et c'est chaque fois une souffrance qui est vécue de l'intérieur. Donc pouvoir le vivre soi-même, c'est aussi entrer dans une solidarité beaucoup plus concrète. Ça cesse d'être la théorie. On vit dans ses tripes ce que ça veut dire que de manquer de quelque chose. Ahmad Benani, en islam, dans le Coran par exemple, parle de la faim. Oui, le problème de la faim est posé par toutes les religions monothéistes et l'anthropologie nous enseigne également que les questions de solidarité dans les groupes humains pour faire face à des disettes, pour faire face à des catastrophes naturelles, etc., a toujours existé. Alors, moi je vous donnerai peut-être trois éléments d'appréciation en ce qui concerne l'islam. La première, c'est que un des compagnons du prophète, le deuxième, Omar ibn Khattab, assassiné en 644,
a institué ce qu'on appelle le Beit al-Mal, c'est-à-dire la première banque, dans le fond, destinée à organiser la solidarité pour pallier finalement les problématiques de la faim. Un des piliers de l'islam, l'avant-dernier, insiste sur l'impôt légal, la zakat. Et ce zakat est une des prescriptions essentielles de l'islam qui fait obligation à chaque musulman de distribuer environ 10% de son revenu annuel. Alors généralement, cela se passe à la fin du mois de Ramadan, où les gens font des offrandes. Hein. Et bon, il y aurait d'autres éléments à amener dans cette perspective. Mais à l'heure actuelle, dans ce monde musulman, comme dans le monde chrétien ou le monde occidental, il y a une solidarité qui est spontanée, qui est organisée. Quand on dit par exemple l'organisation tribale, il n'y a de tribus ou de clans ou de farqa que parce qu'il y a une solidarité. Cette solidarité s'organise également lorsqu'il y a effectivement ces situations de pauvreté ou de misère. La shorba, par exemple, est-ce que c'est la soupe populaire comme nous l'entendons ? Ben, disons qu'il y a une réactivation aujourd'hui de ces formes de solidarité ou de prescription coranique qui sont devenues, dans le fond, quelque chose qui relève de l'instrumentalisation par les sociétés civiles. Alors, comme on a vu émerger un peu partout aujourd'hui en Europe des restaurants du cœur, on voit dans certains pays du monde musulman, à l'occasion justement de ce mois du jeûne, du ramadan, des grandes familles bourgeoises installer des grandes tentes ou arriver avec ce qu'il faut comme infrastructure pour distribuer effectivement ce bol de soupe ou cette shorba qui est la rupture du jeûne et qui permet également à des gens de faire une bonne action, dans le fond, de donner l'exemple et palliant par là à l'inefficacité de l'État, parce qu'on assiste aujourd'hui à la fin de l'État-providence. On y reviendra tout à l'heure. Merci Ahmad Benani. Vito Angelillo, vous êtes un homme de terrain, vous êtes confronté à la pauvreté. 24 000 personnes qui meurent par jour dans le monde, ça vous choque ? Ça me choque profondément parce que se dire que la chose essentielle qui nous permet de vivre, la nourriture, n'est pas accessible à tous, je crois que c'est quelque chose de profondément inacceptable. Ceci dit, je pense aussi que la faim s'exprime de manière différente selon les circonstances et que lorsqu'on parle de faim dans le monde et de ces 840 millions de personnes qui n'ont pas à manger suffisamment, eh bien, on va les reconnaître d'une certaine manière dans les pays du Sud en particulier, alors que peut-être la faim dans les pays occidentaux prend des formes moins visibles, moins spectaculaires, et ça n'est pas plus facile pour autant de lutter là contre. Elle est tout aussi cruelle. Certainement. Alors je vous propose de voir un exemple concret d'un peuple, ou d'une partie d'un peuple qui souffre de faim aujourd'hui et qui a vécu une famine il n'y a pas si longtemps. C'est le cas du Soudan, un pays ravagé par un conflit depuis de nombreuses années entre le nord musulman et le sud chrétien et animiste. Quelques 140 000 personnes ont fui le conflit qui ravage l'ouest du Soudan depuis une année et se sont réfugiées au Tchad voisin. Elles ont organisé elles-mêmes un camp dans le lit d'une rivière asséchée. Médecins sans frontières a mis en place une assistance médicale. Très inquiète de la situation alimentaire des habitants, l'organisation a lancé un appel à la communauté internationale pour éviter de revivre le drame d'une grande famine comme en 1998 au Sud-Soudan. L'ONU avait alors dû larguer des vivres par avion en raison de l'insécurité et du manque de routes. La guerre avait détruit quasiment toute l'infrastructure dans la région. Par ailleurs, le gouvernement avait empêché l'acheminement de l'aide. Cette dernière grande famine sur le continent africain avait causé des morts innombrables. Souvenons-nous, certains ont fait des jours de marche avant d'atteindre cet hôpital. Ils ont fui les combats et les pillages, déjà affaiblis par la malnutrition, car les récoltes avaient été mauvaises en raison de la sécheresse. Les enfants sont les premières victimes de la famine. Chaque jour, 40 000 enfants meurent dans le tiers-monde de maladies liées à la malnutrition.
Alors, parmi les causes de la faim et de la famine, la guerre et le climat, nous parlons bien sûr des pays en voie de développement. Charles Ridoré, vous avez une jolie formule pour dire c'est la main de l'homme. Autrement dit, ce n'est pas une fatalité et l'homme est responsable de cette situation. Je crois que la responsabilité humaine est très grande dans ce drame que nous vivons avec la famine dans le monde. Il y a d'une part un déséquilibre évident dans la structure de la production agricole entre le Nord et le Sud. Vous avez donc un Nord qui est, disons, riche et excédentaire face à un Sud qui est, disons, pauvre et déficitaire. C'est-à-dire qu'il y a un problème donc d'accès direct, disons, aux aliments donc, qui est posé. Mais quand vous allez regarder donc, de plus près, vous voyez que il y a d'autres causes un peu plus profondes qui ont quelque chose à faire avec l'injustice, avec l'inégalité, avec même vraiment l'arbitraire quelquefois. Par exemple, quand vous prenez donc les règles du commerce international, pourquoi est-ce que le paysan du Sud qui produit ne peut pas tirer un revenu suffisant de sa production pour éventuellement donc avoir accès à d'autres aliments ou à la santé ou aux soins à l'école? En même temps, pourquoi est-ce que nous assistons aujourd'hui à ce phénomène incroyable où l'excédent de la production des pays du Nord ou des États-Unis arrive dans les pays du Sud et conduit à la ruine la production des petits paysans, même la production prévue pour la subsistance. Nous pourrons donc faire des exemples donc très très concrets pour illustrer ça qui se passe actuellement dans plusieurs pays donc du monde. Alors justement plus concret, vous êtes vous-même haïtien. Oui. Prenons le cas du père Aristide, qui était un homme d'église. Oui. En quoi est-ce que lui est responsable d'un problème de faim actuellement en Haïti? Je crois qu'il existe ce problème de faim en Haïti. Je crois qu'il y a une responsabilité à travers donc, la politique ou la non-politique mise en route au niveau donc, agricole. Si je fais un exemple précis, justement, nous avons un problème en Haïti avec la région de l'Artibonite, qui est une région où on produit du riz, où des petits paysans vivent de cela. Le pays, le gouvernement a accepté, disons, les règles imposées, disons, dans le cadre, disons, de l'OMC, qui font qu'actuellement, le riz subventionné venant des États-Unis est beaucoup meilleur marché en Haïti que le riz produit par les Haïtiens. Alors, ça a amené à la faillite beaucoup de petits paysans. Et alors, dans un premier temps, ils quittent la campagne parce qu'ils n'ont plus de quoi vivre. Ils arrivent en ville, il n'y a pas de travail en ville. Et puis après, on les retrouve comme boat people vers les États-Unis, qui justement, donc, sont à l'origine du phénomène. Donc, c'est le serpent donc, qui se mord un peu la queue et on voit un peu comment est-ce qu'il y a des causes humaines, structurelles qui interviennent ici. C'est pas que le paysan haïtien manque de courage ou de capacité de travailler, c'est parce qu'il y a donc des règles qui le dépassent et qui le conduisent à la famine et à la ruine. Alors, Chafik Keshafji, vous rentrez du Forum altermondialiste de Bombay et vous dénoncez le terrorisme alimentaire. Vous dites, voilà, nous avons ceci dans notre assiette que nous mangeons, mais nous ne rendons pas compte des conséquences que cela peut avoir pour un agriculteur, un pêcheur des pays du Sud. Alors tout à fait, quand je dénonce le terrorisme alimentaire, je reprends le titre d'une auteure indienne très célèbre qui s'appelle Vandana Shiva, qui est une femme de terrain. Et je pense que sur tous ces sujets, il faut écouter les gens du terrain sur place. On ne peut pas venir avec nos grandes théories, il faut essayer d'entendre des personnes. Vandana Shiva dénonce le terrorisme alimentaire, elle a même un sous-titre qui nous heurte, elle dit comment les multinationales affament le monde. Dans l'exemple du Soudan, j'ai rencontré par exemple à Bombay un prêtre qui venait du Soudan. Alors on a ces images qui sont insoutenables et chaque fois qu'on les voit, on a presque des réactions de défense parce qu'on n'arrive plus à résister à de telles images. Mais ce prêtre nous disait, bien sûr qu'il y a des conflits entre musulmans et chrétiens et ça a été terrible, ça a été instrumentalisé. Bien sûr il y a aussi des tensions entre les tribus, entre les ethnies. Bien sûr il y a des brigands et bien sûr il y a une injustice qui est telle. Mais il y a aussi le rôle des multinationales qui, ayant trouvé qu'il y avait énormément de pétrole, alimente la guerre. Donc là, d'une part, les multinationales soutiennent des organisations comme la Croix-Rouge ou soutiennent des ONG humanitaires. Un temps présent a d'ailleurs fait une émission qui a été primée là-dessus. D'une part, il y a un soutien pour le travail humanitaire et en même temps, il y a un rôle qui est néfaste parce que ces multinationales veulent mettre la mainmise sur ces richesses. Alors en Inde, c'est assez évident et les paysans sur place nous disent, mais attention, il y a une logique économique qui est telle que nous ne sommes pas avec un Nord qui est riche et puis un Sud qui est pauvre. Le Sud est assez riche. On n'est pas dans une société de pénurie
on est dans une société de pléthore. C'est-à-dire qu'il y a trop d'aliments, parfois, dans le monde. Et quand il y a un surplus d'aliments qui viennent précisément, comme en Haïti, un surplus d'aliments qui viennent de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis, qui inondent le marché indien, parce que des règles sont telles qu'il faut que les Indiens ouvrent leur marché. Les Indiens qui produisent de l'huile, qui produisent des crustacés, du poisson, etc., ils sont tout à coup en confrontation, en conflit avec des multinationales qui, au niveau, par exemple, des crevettes, veulent produire les crevettes autrement. Il y a un marché qui se développe en Occident, nous aimons les crevettes, c'est un goût, mais qu'est-ce qui se passe? Les producteurs de crevettes en Inde, qui avaient un système traditionnel, qui respectaient l'environnement, qui respectaient la vie des pêcheurs, ils ont été obligés, à cause des règles internationales et à cause des consommateurs occidentaux, d'ouvrir leur production à un système de production qui ne respecte pas du tout l'environnement et qui ne respecte pas du tout les paysans, les producteurs, les pêcheurs. On a calculé que pour chaque dollar que ça rapporte, il y a à peu près 10 $ de perdus. Pour chaque emploi créé, pour les crevettes d'exportation, il y a une dizaine d'emplois qui sont perdus. Donc là, on voit bien que ce n'est pas simplement nous qui sommes riches, eux qui sont pauvres, mais nous sommes en train de mettre une logique économique en place qui est en train de dépouiller des populations qui sont riches et qui peuvent produire assez d'alimentation, mais qui sont obligés d'exporter pour nous. Et c'est le fait des multinationales. Ahmad Benani, vous aviez quelque chose à ajouter? Une réaction comme ça pour rebondir sur le propos que vous venez de tenir, c'est qu'on est passé finalement d'un système d'autosuffisance dans cet hémisphère sud, il n'y a pas si longtemps que cela, à une dépendance organisée qui est devenue structurelle. Et il suffit par exemple de signaler l'écart qu'il y a entre le revenu des pays riches et celui des pays pauvres. Il est passé de 1 à 50 dans les années 60 à 1 à 125 aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a une aggravation. Cette aggravation est à incriminer un système et ce système est en train de se développer de plus en plus avec la mondialisation et avec, évidemment, la course au profit. Alors, évidemment, ce que nous considérons comme politiquement insupportable et éthiquement intolérable, cette critique que nous pouvons faire doit passer par une remise en question du système lui-même. Alors, bien sûr, ce qui se passe autour de la pauvreté, les actions des sociétés civiles, les dénonciations qui sont menées, sont des réactions positives. Mais qui nous entend? Voilà une question fondamentale. Est-ce que les décideurs économiques aujourd'hui, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, écoutent les cris de la société civile, écoutent la misère de l'hémisphère sud? Je suis dans le doute absolu en ce qui concerne cette question. Christiane Berthiaume, vous, à l'ONU, vous dites c'est pas la faute au climat, les causes sont beaucoup plus profondes. Ah oui, tout à fait. Ah bon, oui, parce que je veux dire, oui, c'est vrai qu'il y a des situations de faim et de famine qui sont causées soit par l'homme ou encore par la nature, mais c'est pas... Je pense qu'il y a à peu près sur 10 millions de personnes qui meurent par année, il y a 8% qui meurent dans des situations de crise. C'est celle-là qu'on voit sur nos écrans de télévision. Les autres, les 92%, ce sont des enfants dans des bidonvilles de Dakar ou dans un village perdu au Malawi qui meurent sans que personne n'en entende parler, dans un anonymat le plus total. Et c'est vrai, comme vous dites, je pense qu'il faut qu'on mette notre maison en ordre et que l'échec des négociations de Cancun, c'est vraiment très dramatique. Il est sûr que les subventions à l'agriculture, il y a 300 milliards de dollars par année que le monde occidental investit dans les subventions à l'agriculture. Le budget du PAM est de 4 milliards, c'est 4 jours de subventions. Vous imaginez, une semaine de subvention nous permettrait de paierait pour toute l'aide alimentaire au monde, autant bilatérale que multilatérale. Donc c'est vrai que là, il y a un véritable problème et je ne pense pas, malheureusement, et Cancun nous l'a montré, que les pays occidentaux, les pays riches ont envie de s'attaquer à ce problème-là. Il n'y a pas eu l'ombre d'une avancée, malheureusement. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'entre-temps, effectivement, il faut essayer d'utiliser l'aide alimentaire. On va utiliser, c'est un problème très complexe, puis il y a autre chose que l'aide alimentaire pour essayer de résoudre des problèmes économiques des pays pauvres. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse le plus qu'on peut, parce qu'on peut faire beaucoup avec de l'aide alimentaire. Beaucoup, beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, la pauvreté a reculé dans le monde, techniquement. Théoriquement, ça a reculé. Et pourtant, le nombre de personnes qui ont faim a augmenté de 40 millions dans les années 90. C'est parce que ceux qui ont faim ne sont même pas capables de rentrer dans les programmes de développement. C'est vous dire à quel point la faim est un facteur absolument affreux. Alors, on va parler aux solutions. Que peut-on faire? Alors, vous, au Programme alimentaire mondial, vous apportez de l'aide
alimentaire, des aliments dans des situations d'urgence. Mais certaines fois, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir venir en aide. Je crois qu'il faut raconter ça. Ah oui, mais vous dénoncez les médias quelque part. C'est-à-dire, c'est un petit peu ambivalent, parce que d'une part, on les dénonce, mais on sait bien aussi qu'ils nous aident, parce qu'effectivement, c'est quand on voit une situation sur notre écran de télévision que vous et moi et les gouvernements sont sensibilisés à la cause et que les cordons des bourses se délient. C'est vrai que pour la presse, ayant été une journaliste pendant de nombreuses années, je sais très bien que mauvaise nouvelle, c'est bonne nouvelle. Et que, bon, une situation de crise, elle va faire la manchette. On appelle ça, nous, dans notre jargon, le syndrome CNN. Et regardez le Soudan, par exemple. Oui. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Et pourtant, il y a une situation de faim qui est là. Tout à fait. On se retrouve... Voilà. Quand il y a une situation de famine, comme en 98, alors là, toutes les caméras se précipitent. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il y ait de famine dans le monde. Parce que nous avons mis en place des systèmes. Nous avons des systèmes d'alerte précoce. On sait. On a des systèmes de cartographie qui nous disent, bon, dans tel endroit, s'il n'y a pas assez de pluie, il va se passer ceci. Il y aura tant de personnes qui vont être touchées. On est capable de prévenir. Et on a eu un problème en Afrique australe parce que, par exemple, il y avait des journalistes qui allaient en Zambie et nous, on disait il va y avoir un problème dans 6 pays d'Afrique australe. Les gens allaient là-bas, ils voyaient bien des gens qui avaient faim, mais il n'y avait pas d'enfants avec des ventres protubérants ou des cheveux oranges. Alors ils disaient mais vous inventez une famine de PAM. Ça n'invente pas une famine. On dit qu'il y a un danger et qu'on peut agir avant. Charles Ridoré, toujours parlant des solutions, vous dites qu'il faut penser à un commerce au service des personnes. C'est ça qui est fondamental. Hein? Effectivement. Dans le cadre de cette campagne de carême, nous avons lancé une campagne, ou plutôt cette campagne a été lancée au niveau international et nous la répercutons ici en Suisse, qui est justement pour un commerce au service des personnes. Nous pensons que ce qu'on appelle donc le droit à l'alimentation, c'est un droit fondamental et universel qui est d'ailleurs donc prévu dans la Déclaration universelle des droits humains et dans les pactes sociaux et économiques. En ce sens-là, ce droit a la priorité sur tous les autres droits, y compris donc les droits des agents du marché, les droits économiques et autres. Et alors nous constatons que ce n'est pas encore donc le cas actuellement, donc il faut en venir à des mesures, disons, à de nouvelles règles et même disons à des mesures contraignantes pour que les politiques agricoles, les politiques alimentaires mises en place garantissent durablement ce droit à l'alimentation. Alors cette pétition pour un commerce au service des personnes demande précisément de garantir dans la discussion qui a lieu actuellement à l'Organisation mondiale du commerce, dans le volet agricole, qu'on défende des politiques alimentaires qui garantissent ce droit à long terme, demande également qu'on renégocie les règles du commerce international qui sont des règles injustes. C'est pas le commerce équitable. Tout le monde ne fait pas du Max Havelaar. Et puis aussi, il y a effectivement ces agents qu'on a mentionnés tout à l'heure, donc les multinationales, qui sont un État dans l'État, qui n'obéissent à aucune règle, qui ne dépendent même pas des gouvernements finalement. Et il faut arriver, disons, pratiquement, disons, à des règles contraignantes vis-à-vis des multinationales pour qu'elles s'engagent à respecter un peu donc ce droit. Prenons un exemple en ce qui concerne par exemple les multinationales des OGM, des organisations génétiquement modifiées. Actuellement, plus de 90% des semences génétiquement modifiées sont aux mains de 4 multinationales. Et elles n'obéissent à personne, elles disent qu'elles sont le pilier pour la lutte contre la faim de demain, mais on sait que les semences génétiquement modifiées sont plus chères que les semences traditionnelles, on sait que cela crée la dépendance des paysans vis-à-vis de ces producteurs de semences, et actuellement, on sait que ces organisations mettent en place, étudient donc la mise en place de gènes qui fait qu'il n'y aura pas de seconde germination. C'est-à-dire que si on achète, on plante, on récolte, on ne peut pas replanter la même chose, et puis donc on dépendra toujours des fournisseurs. Donc il y a quelqu'un qui devrait intervenir quelque part pour une sorte de démocratisation aussi de l'accès à ces facteurs de production, la terre, les semences, les outils, pour qu'il y ait une indépendance pour qu'on puisse produire en tenant compte non seulement des besoins de sécurité alimentaire, mais aussi des facteurs culturels. Il y a d'autres éléments qui interviennent dans l'alimentation. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et là, c'est vraiment une tâche qui incombe à toutes les personnes donc, qui essaient de réfléchir un peu sur un monde futur, sur un monde vivable. Christiane Berthiaume, vous voulez prendre la parole? Contraindre les gouvernements, c'était ça? Je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, je pense que vous dites, il faut qu'on mette notre maison en ordre, mais il faut aussi que les pays
pays développés investissent davantage dans le développement socio-économique de leur propre pays. Ils doivent investir aussi davantage dans le domaine agricole qu'ils ne le font aujourd'hui. Il faut effectivement nous aussi qu'on apporte davantage d'aide, mais je pense qu'il y a là un équilibre entre une meilleure gouvernance et une aide qui soit beaucoup plus intelligente et plus ciblée. Chafik Keshafji, meilleure gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire peut-être pour notre public? Je pense que d'abord, il faut entendre ce message, c'est qu'une solution, des solutions sont possibles. Ce n'est pas une fatalité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pas simplement se dire, lorsqu'on voit ces images, on ne peut rien faire, ah, les pauvres. Non, c'est pas vrai. Nous pouvons, ensemble, c'est pas facile, mais ensemble, en mettant les compétences de plusieurs milieux, on arrive peu à peu à trouver des solutions. Je pense qu'il faut aussi reconnaître que dans plusieurs des pays du Sud, il y a des injustices fondamentales. Il y a énormément de corruption, il y a aussi des injustices au niveau égalité hommes-femmes qui ne sont pas là, il y a un mépris des plus pauvres, il y a toutes sortes d'injustices qui génèrent cela. Il y a des tensions entre tribus. Je suis allé par exemple visiter le nord de l'Ouganda. On voit, il y a des conceptions extrêmement archaïques et dramatiques entre tribus qui font que la violence et la malnutrition continuent. Même si on essaie d'aider, il y a des structures qui doivent changer sur place. Donc je pense qu'il y a une immense responsabilité des pays sur place. Cela dit, nous avons notre petite part de responsabilité, ou plus ou moins grande part. Pour moi, j'ai l'impression qu'un des éléments de facteurs de changement, si on veut vraiment aller non seulement vers la sécurité alimentaire, mais vers la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'au niveau d'une région, on accepte que la région a le droit de produire pour ses habitants. Je pense qu'une des réponses à cela, c'est déjà qu'on paye beaucoup mieux les paysans, les paysannes de chez nous. Je trouve inacceptable que les producteurs de lait, de viande, de céréales chez nous vivent avec un salaire extrêmement bas. Quand ils se rendent à la Migros, à la Coop ou d'autres grands distributeurs en disant on aimerait 3 centimes de plus pour notre lait, et qu'ils ne les obtiennent pas, alors que l'argent est là. C'est un vrai scandale. Parce que ces paysans qui n'arrivent pas à vivre, qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser ces paysans à exporter toujours plus, ils vont recevoir des subventions, on aura de plus en plus de nourriture qui vont arriver dans les pays du Sud. Donc un des axes déjà de changement qui serait très important, c'est qu'on prenne au sérieux les paysans qui se trouvent en Occident et qu'on les aide déjà à produire pour un prix décent. Et probablement déjà là, ça permettrait aux paysans et paysannes des pays du Sud d'entrer aussi dans cette logique de souveraineté alimentaire. Ahmad Benani, vous vouliez ajouter quelque chose? Je suis en faveur effectivement d'une recherche d'alternative à ce système qui fonctionne de manière absolument injuste et qui organise cette pénurie de manière structurelle, bien entendu. Mais en disant cela, je ne suis pas rêveur et je n'attends pas des solutions par le haut. C'est-à-dire que toute injonction qui pourrait être faite aux États ou aux multinationales serait comme un coup d'épée dans l'eau. Il y a une nécessité aujourd'hui des modes d'action populaires par le bas. Et dans ce sens, le travail que font les altermondialistes, les mobilisations qui s'opèrent à un niveau très bas de la société, ces actions qui sont menées par les sociétés concernées, qui peuvent être capitalisées d'une certaine manière et s'organiser en pression à la fois sur les pouvoirs locaux et les pouvoirs mondiaux, c'est dans ce cadre-là qu'on peut voir s'esquisser à long terme, évidemment, des solutions. Mais je pense que tous ces appels que nous pouvons lancer à partir de positions morales, éthiques, etc., à l'endroit des puissants de ce monde, resteront lettres mortes. Alors voilà pour les pays en voie de développement. Dans nos pays riches, la situation est loin d'être aussi aiguë, mais la mondialisation est passée par là et elle a créé un bon nombre d'exclus. Et on va le voir, les situations de détresse alimentaire se multiplient. Dans les pays riches, en France et même en Suisse, la demande d'aide alimentaire augmente énormément. On multiplie les soupes populaires, les distributions de nourriture et les centres d'accueil, comme le Carré à Genève. Ici, en moyenne, 150 repas sont servis chaque jour. Est-ce que les gens mourraient de faim si de tels lieux n'existaient pas? Autre initiative, les épiceries sociales de Caritas. Ce magasin propose à des personnes aux revenus modestes des denrées alimentaires à moitié prix, provenant notamment d'excédents de production. Les Colis du Cœur représentent aussi une aide appréciable. Ça fait 4 ans que je ne peux pas travailler, j'ai 4 enfants à charge et ça me fait des trous budgétaires et je suis obligé donc de venir dans cette association. Ça m'enlève une grosse épine du pied. Dans la communauté musulmane,
Le Ramadan est une période de jeûne, mais c'est également l'occasion de faire preuve de solidarité, comme durant le carême chez les chrétiens. Dans le cas de Marseille, l'association Algérie Solidarité offre chaque soir une centaine de repas gratuits. À Genève, l'entraide existe aussi dans le cadre de la mosquée. Elle prend parfois un tour plus spectaculaire quand la distribution de nourriture est financée par la famille royale d'Arabie Saoudite. Vito Angelillo, en Suisse, pays riche par excellence, est-ce que certains meurent de faim? Ou certains, pardon, ont faim plutôt? Alors, je ne pense pas qu'il y ait tellement de personnes qui meurent de faim aujourd'hui en Suisse. En revanche, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas un accès facile à la nourriture. Je le disais tout à l'heure, les formes de pauvreté diffèrent d'un endroit à l'autre dans le monde. Et une des difficultés pour une organisation telle que la nôtre, Caritas, de parler de la pauvreté, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Elle n'est pas visible. On ne voit pas non plus des enfants dans la rue qui sont malnutris. On ne voit pas non plus des familles qui visiblement manquent de nourriture. En revanche, nous avons, par notre travail de terrain, accès à des situations qui montrent clairement que l'accès à la nourriture n'est pas facile. Nous savons qu'à la fin du mois, certaines familles n'arrivent plus à s'offrir de la nourriture en suffisance. Nous savons également qu'un des problèmes des personnes qui ont une certaine précarité sur le plan financier se répercute sur la qualité de la nourriture qu'elles peuvent se permettre d'acheter. Les fruits, les légumes, les produits frais, ça devient difficile et rare. Et puis... Est-ce que ça c'est nouveau, excusez-moi? Est-ce que c'est nouveau comme situation? C'est récent? Je pense que ce qu'il y a de nouveau, c'est peut-être quelles sont les couches de population qui sont touchées par le phénomène. Des personnes dans la précarité, des personnes pauvres, des personnes marginalisées, il y en a toujours eu. Mais je crois que l'ampleur du phénomène, en tout cas, commence à émerger. On parle actuellement de toute cette frange de population qui, malgré le fait qu'elle travaille et qui a un salaire régulier, n'arrive pas à joindre les deux bouts, les fameux working poor. Eh bien, nous savons que ces personnes-là n'ont pas un accès facile à la consommation traditionnelle et en particulier à la consommation d'aliments. Et pour donner un exemple concret, nous avions il y a quelques jours dans notre service social une mère de famille qui tout à coup reçoit un appel de son enfant adolescent qui lui demande s'il a le droit de se servir dans le frigo pour manger. Et cette femme, mère de famille, doit expliquer à son adolescent, à son fils, non, tu ne prendras que ce qui est dans la boîte marquée lundi parce que le reste, c'est prévu pour le reste de la semaine. Donc même si ce n'est pas spectaculaire, on a effectivement des problèmes de ce genre-là. Ahmad Benani, je vous vois... oui, votre réaction, c'est... J'approuve, c'est-à-dire que je suis le raisonnement. Le problème, encore une fois, c'est qu'on est dans des situations extrêmement complexes. On parle de crise mondiale et de répercussions de cette crise au niveau de différents États. Et les États, que font-ils? Eh bien, ils organisent une forme, finalement, d'austérité par les pressions multiples qui sont organisées ou organisées sur un certain nombre de secteurs vitaux. Les secteurs sociaux, l'éducation, les soins, etc., etc. Donc là, on est dans une situation qui est inextricable. Encore une fois, il est extraordinairement étonnant d'entendre que le pays le plus riche connaît la faim. Et si cette information était donnée, connue, j'entends, par l'hémisphère sud, les gens on arriverait à être extrêmement étonnés. Alors, fondamentalement, encore une fois, ce problème de la faim est un paradoxe par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire il y a assez de richesses qui sont produites, elles sont extrêmement mal réparties. Et pourquoi sont-elles mal réparties? Eh bien parce qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires qui, finalement, organisent à leur profit exclusif les revenus et laissent dans la paupérisation absolue et croissante les populations, y compris de l'hémisphère nord. Shafik Echafji, cette situation de difficulté d'accès à l'alimentation, comme le dit Vito Angelillo, est-ce que c'est au fond la mondialisation, la faute à la mondialisation? C'est très compliqué. Je parle des pays riches, d'un pays riche comme le Suisse, bien sûr. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on entend déjà par mondialisation? C'est devenu un peu le fautif facile. On met tout sur la mondialisation sans voir au fond comment les responsabilités sont partagées. On voit bien que les systèmes économiques que nous avons mis en place génèrent aussi plus de richesses. Mais il y a un réel problème aujourd'hui d'accès à ces richesses dans les pays riches comme dans les pays du Sud. Donc on voit que puisqu'il y a
plus de richesses, plus de nourriture produite, mais en même temps, des personnes n'y accèdent pas, il faut bien repenser comment est-ce qu'on peut être plus solidaire, que ce soit au niveau de l'État. Donc ça veut dire revaloriser les impôts, ça veut dire aussi des choix politiques. Est-ce qu'on va toujours plus voter de plus en plus à droite parce que ça nous permet d'avoir des économies plus productives? Est-ce que c'est toujours ça? Alors si on le fait, alors il faut que la solidarité suive sur d'autres plans. Ou alors, moi je pense qu'il faut vraiment repenser la solidarité de multiples niveaux. L'État, bien sûr, doit pouvoir être revitalisé, donc doit avoir les moyens, mais certainement les ONG, les familles, les églises, les associations redécouvrent ou doivent, dans ces milieux-là, répondre à ces besoins qui sont criants et qui sont intolérables. On va voir ça tout à l'heure. Mais quelle solution alors pour un pays comme la Suisse, Vito Angelillo? De nouveau, je crois que la problématique dépasse largement le problème de l'accès à l'alimentation. On l'a vu, ce sont des phénomènes complexes qui lient à la fois les mécanismes économiques, politiques, etc. Les solutions, elles sont par exemple dans le fait que les personnes qui travaillent dans un pays riche comme la Suisse puissent avoir accès à des revenus qui sont décents. On sait aujourd'hui qu'il y a en Suisse peut-être quelque chose comme 750 000 personnes, suivant les statistiques, avec des variations selon les niveaux qu'on en est prêt à se donner pour définir la pauvreté. On sait qu'il y a un nombre intolérable de personnes qui ne gagnent pas suffisamment pour vivre décemment selon la norme du pays. De nouveau, la pauvreté n'est pas la même à Genève probablement qu'à Bombay, mais je pense qu'effectivement, toute cette notion qui sépare le nécessaire, le fondamental de ce qu'on pourrait dire le superflu, sont encore des thèmes qui ne sont pas encore assez abordés dans la société. Et je crois qu'il y a également toute la culpabilité qui tourne autour de notions telles que la pauvreté. Dans un pays riche, c'est quelque part un petit peu de notre faute si on est pauvre. Et c'est très difficile de faire admettre qu'aujourd'hui, notre société génère de la pauvreté, malgré le fait que les personnes soient intégrées sur le plan du travail, qu'elles aient suffisamment de travail et qu'elles travaillent même plus que la moyenne, puisqu'il y a des gens qui ont plusieurs jobs les uns à côté des autres et puis qui, malgré ça, n'arrivent pas à s'en sortir sur le plan financier. Charles Ridoré, quelle solution pour qu'un pays riche comme la Suisse, tout le monde puisse avoir un accès à l'alimentation, je dirais, parfait? Alors, peut-être tout d'abord, juste pour rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit, ce qui me choque par rapport à ces 750 000 personnes qui travaillent et qui n'ont pas un accès, un revenu suffisant, c'est de constater qu'en même temps, il y a des gens avec des revenus absolument faramineux et ils ne savent qu'en faire. Et puis en même temps, ce sont ces mêmes personnes qui disent moins d'État et responsabilisez-vous les pauvres. Et ça me choque, disons, ce clivage qu'on observe, non seulement, disons, en Suisse, mais un peu donc à l'échelle du monde. Et alors, je pense qu'effectivement, les solutions, peut-être ne sont pas simples, mais sont à chercher à différents niveaux, en particulier au niveau donc, de politique sociale qui garantissent effectivement un revenu juste pour un travail juste. L'ouvrier qui travaille 10 heures par jour et qui reçoit donc 3 500 francs par mois, je pense donc qu'il a le droit de pouvoir donc vivre avec son salaire au même titre que donc le PDG qui travaille aussi 10 heures par jour et qui gagne, disons, 500 000, 700 000 ou 12 millions ou que sais-je. Hein. Alors moi je pense qu'effectivement un État social, une politique sociale, mais aussi une solidarité à l'échelle plus large. On dit qu'il y a eu cette mondialisation économique et financière. Ce qui manque comme dimension, c'est une mondialisation à l'échelle de la solidarité et aussi au niveau écologique. Et Shafik donc l'a bien mentionné tout à l'heure, parce qu'en même temps, avec cette course à la surproduction, on est en train donc de détruire cette planète qui nous fait vivre et qui devrait donc nous faire vivre tous. Donc je pense qu'il y a donc des solutions au niveau donc de l'État, mais en même temps, effectivement, il y a des solutions au niveau des agents de la société civile. On a des choses qu'on peut faire, ne serait-ce que comme consommateur, lorsque donc on va acheter un produit dans le commerce mondial, est-ce qu'on réfléchit, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète un produit d'ici, qui aide les paysans d'ici, mais qui n'exploite pas en même temps un produit qu'on a fait venir du Sud et pour lequel quelqu'un a été sous-payé? Il y a des réflexions à faire déjà au niveau de cette consommation. Et en tant que citoyen, quand on va voter, comment est-ce qu'on vote par rapport à un futur qu'on veut avoir ensemble? Ouais, donc il y a plusieurs dimensions. Il y a des choses qu'on peut faire comme individu, comme membre d'une église, comme membre d'une politique, comme citoyen, mais aussi, disons, comme citoyen du monde, je dirais. C'est réfléchir et être responsable, c'est ça, être cohérent moralement. Et être responsable, voilà. Exactement. Christiane Berthiaume, vous qui venez, enfin, le programme alimentaire mondial qui vient en aide à des populations vraiment en détresse, ce que vous entendez là, ça vous choque, ça vous étonne ça... C'est sûr que c'est étonnant que dans un pays riche comme la Suisse, il y ait des gens qui aient faim, ou que ce soit... Bien sûr que c'est très étonnant. Mais il y a souvent des gens, j'entends, qui me disent, bon, enfin, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à ce qui se passe ailleurs, alors que chez nous, il y a des problèmes? Moi, je réponds, mais l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Effectivement, c'est
c'est scandaleux. Mais c'est vrai que dans les pays pauvres où on travaille, où on est vraiment ce qu'on est, c'est les plus vulnérables, ces gens-là n'ont même pas de tissu social, ils n'ont même pas de sécurité, de filet de sécurité. Ici, il y en a un peu plus, il y a un petit peu plus de solidarité, je crois. Même au sein de la population, on voit des gens... la création des restaurants du cœur, par exemple, il y a eu vraiment une mobilisation de la société civile. On ne la voit pas toujours, ça, malheureusement, dans les pays les plus pauvres. Et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, les gens ont faim, et c'est ailleurs qu'ils meurent de faim. Mais bon, je pense qu'il faut tout regarder ça en proportion, mais en se disant que quelqu'un qui souffre, il souffre autant en Suisse s'il ne peut pas manger à sa faim, puis ça le handicape autant qu'ailleurs. Quelqu'un qui souffre. Le droit à l'information est une chose essentielle. Tout à l'heure, vous parliez des médias qui finalement s'intéressent aux situations de crise. Et le thème de la faim n'est pas un thème porteur aujourd'hui. On lui a substitué celui du terrorisme. Et même si on est d'accord sur la nécessité de dénoncer le terrorisme, on pourrait faire remarquer, par exemple, à tous ces producteurs de discours idéologiques que le terrorisme est une expression de la pauvreté et de la misère. Et cette dialectique ne joue jamais. Alors donc, fondamentalement, cette clarification qui passe par la transparence, qui passe par la nécessité de donner les chiffres de votre organisme, des chiffres que nous avons donnés tout à l'heure, de dire qu'il y a 6 000 enfants qui meurent par jour de soif, ou parce que les eaux sont polluées, ce sont des éléments qui vont contraindre effectivement les gens à prendre un peu plus de responsabilités citoyennes, d'engager un certain nombre d'actions et nous permettre également de savoir, enfin ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que de plus en plus dans l'hémisphère sud, on voit l'émergence d'ONG, d'organisations non gouvernementales qui s'organisent, qui organisent effectivement les circuits de petites hydrauliques, de petites productions, qui créent un marché alternatif, même si c'est encore symbolique. Effectivement, c'est important et ça montre qu'il y a effectivement une prise de conscience, une responsabilisation et non pas d'attendre des solutions de l'État-providence ou de je ne sais quelle espèce de miracle, quoi. Vous savez, vous dites avec raison, la faim, c'est le problème le plus important au monde. Et l'Organisation mondiale de la santé met en première ligne la faim comme un des 10 risques les plus importants et les plus durs pour la santé. Or, on ne consacre pas les milliards qu'on consacre contre le tabagisme, contre le cholestérol ou contre l'obésité pour régler le problème de la faim. C'est comme si on doit vivre avec ça. Oui, il y a des gens, une espèce de fatalité dont vous parliez tout à l'heure, qui est quand même invraisemblable parce que je pense que si on réglait le problème de la faim, on réglerait beaucoup de problèmes. Économique, moral, comme on l'a dit tout à l'heure, sécuritaire aussi. C'est quand même assez inconcevable qu'aujourd'hui... J'ai l'impression que c'est peu à peu qu'il y a des changements de priorité qui commencent à se dessiner. Il me semble qu'on le voit très bien dans les forums sociaux mondiaux ou locaux, où on voit de plus en plus une conscientisation qui augmente. Donc peu à peu, ce sujet devient une priorité. J'espère que ça le restera. Parce que lorsque ça devient une priorité, toutes sortes de problèmes deviennent pas secondaires, mais seconds en tout cas. Et surtout, c'est qu'on voit qu'il y a des possibilités de changement. Moi, j'ai vu, et ça m'a vraiment frappé à Bombay, de voir des milliers de jeunes motivés, qui ont envie de lutter et qu'on peut faire quelque chose. Et tout à coup, pour une société qui se demande mais à quoi est-ce qu'on sert, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut passer toujours plus de temps sur nos jeux vidéo, de se dire non, je peux avoir une profession intéressante, je peux utiliser mon savoir-faire, je peux développer, que ce soit au niveau technique, au niveau économique, au niveau social, je peux tout à coup mettre mes compétences au service d'un idéal. Et cet idéal, ça serait quoi? Par exemple, que la faim disparaisse dans les 10-15 années à venir. C'est un motif je crois, de joie et de stimulation pour toute une population. Vito Angelillo, les organisations caritatives chrétiennes font beaucoup aussi pour lutter contre le problème d'alimentation ici en Suisse. Oui, alors elles font ça dans le cadre de projets de développement également. On connaît bien nos collègues de l'Action de Carême, etc. Mais sur le plan local, ici, il y a plusieurs moyens d'action. Mais j'aimerais juste ouvrir une toute petite parenthèse qui était un petit peu une réaction que j'avais à ce que j'entendais avant. C'est justement la dimension du temps. Dans quelle durée est-ce qu'on se place lorsqu'on aborde ce type de problématique? Parce qu'on sait bien qu'on peut agir sur les effets immédiats de la pauvreté ou de la faim. On peut distribuer des colis du cœur parce qu'il y a des gens qui ont faim maintenant, tout de suite, et qu'il faut leur donner maintenant tout de suite quelque chose à manger. On peut faire des soupes populaires, on peut faire, comme on l'a vu tout à l'heure sur les images, des endroits où on distribue une fois par jour de la nourriture, mais cela ne changera rien à la situation. Et combien de temps est-ce qu'on va continuer à mettre des sparadraps sur des petites blessures ou des grosses blessures, et combien de temps est-ce qu'il faut pour faire changer
le système de manière à ce que les causes elles-mêmes puissent être abordées. Je crois que ces deux niveaux d'action-là, on doit toujours les garder en tête, de manière à ne pas se contenter de quelque chose qui soit spectaculaire, qu'on aille avec des avions balancer des tonnes de nourriture au Soudan, ou que l'on alerte les médias parce que tout à coup on organise une soupe populaire dans un coin de la ville. Eh bien, malheureusement, ce sont des actions qui, à long terme, ne portent pas grand-chose. Et le rôle des médias, qui est de nous habituer à nous donner de l'information nouvelle chaque jour, fait que notre mémoire, en fait, se contente d'oublier rapidement ce que nous avons vu hier pour découvrir ce qu'on nous apporte demain. Or, ce sont des actions sur le long terme. Je suis d'accord avec ça. Il ne s'agit pas d'organiser quelque chose pour favoriser l'assistance, dans le fond, une assistance systématique. Mais on voit que par rapport à des changements ou des menaces finalement extrêmement importantes de déstabilisation, de gestion gouvernementale, parce qu'on a parlé de bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance c'est un vœu pieux. Quand on voit que effectivement ceux qui organisent ces inégalités à l'échelle mondiale ont des relais qui sont les pouvoirs locaux, despotiques et totalitaires, contre lesquels luttent aujourd'hui un certain nombre d'organisations, soit en invoquant des principes religieux, soit en s'inspirant de principes démocratiques. Donc on est dans une dynamique qui est extrêmement complexe, qui fait qu'au refus de la pauvreté, se substitue également une recherche de solutions structurelles et qu'on doit sortir de l'organisation classique telle qu'on l'a vécue jusqu'ici pour arriver effectivement à un certain nombre de résultats. Mais nul ne peut prédire effectivement en termes de temps quand ces solutions. Je crois qu'il faut les voir, ces solutions venir petit à petit, par étapes et par secteur. Il n'y a pas une solution miracle, un lendemain, si vous voulez, enchanteur ou quelque chose de cette nature. Et on peut sortir d'ailleurs aussi des schémas classiques de la charité, oui, en mettant en place des structures différentes, telles que par exemple ce qu'on voyait tout à l'heure, des épiceries sociales, des épiceries Caritas par exemple, dans lesquelles on agit sur 3 niveaux. Où on rend visible la pauvreté parce que sinon on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas en parler. Deuxièmement, eh bien, on permet à des gens qui ont des problèmes financiers d'avoir accès quand même à une nourriture équilibrée. Et puis troisièmement, dans une perspective de développement durable, eh bien, on va prendre parti du fait que ces grandes multinationales, quand même, elles ont des surplus de production et qu'on va pouvoir les utiliser quand même à bon escient. Christiane Berton, très vite, parce qu'on a Tout à fait. Non, moi, il y en a une, effectivement, l'aide alimentaire doit bien sûr sauver des vies quand il y a une situation d'urgence, mais ça doit contribuer au développement. Mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir des sous pour ça. Nous avons un projet, nous, qu'on trouve, enfin, moi, que j'aime beaucoup, ça s'appelle l'alimentation scolaire. C'est-à-dire qu'on a vu, l'expérience nous a montré que si on distribue à l'école le repas du midi, les enfants viennent à l'école. Ça coûte 20 centimes par enfant par jour. Il y a 300 millions d'enfants dans le monde qui ne vont pas à l'école parce que leurs parents ont besoin du salaire que cet enfant-là va faire en faisant très souvent un travail immonde pour le nourrir. Alors sinon, on leur dit, cet enfant-là, s'il vient à l'école, on va le nourrir. On fait une pierre deux coups. On nourrit et leur corps et leur esprit. Mais bien sûr, c'est bien plus facile d'avoir des sous quand on a des opérations spectaculaires comme celle des largages de vivres au Soudan que demander aux pays donateurs, donnez-nous de quoi nourrir 300 millions d'enfants dans le monde. On va réduire de moitié le nombre des personnes qui ont faim dans le monde. Ça coûte 20 centimes. Alors, nous sommes allés dans le canton de Fribourg voir qui fréquente les lieux où l'on offre des repas peu onéreux. Reportage. Quartier du Schönberg à Fribourg, Ban Public a ouvert ses portes fin 2002. L'association propose tous les jours un petit déjeuner et un repas de midi à prix modique, ainsi qu'un espace de rencontre. Mais qui vient ici? Je dirais que principalement des gens qui sont isolés socialement pour différentes raisons, qui recherchent des repères dans leur journée, qui recherchent une compagnie. Ce sont des gens aussi qui sont économiquement faibles. Oui, économiquement faible, mais ce n'est pas la principale cause, je dirais. C'est surtout le besoin social qui les fait venir ici, le besoin de contact, je pense. Aujourd'hui, on prépare la raclette. Une vingtaine de repas sont servis chaque jour à des gens de tous milieux et de tous âges, même des familles avec enfants. Rosemary, atteinte d'un cancer, vient à Ban Public depuis le début. Je suis toujours revenue. Parce que quand je suis seule à la maison, je ne mange pas, quoi. C'est un problème, on est seul, on ne se fait pas manger, on dit on va manger un peu plus tard, on mange un peu plus tard, et puis c'est pas vrai, on ne mangera pas. Puis j'avais maigri beaucoup de kilos,
depuis toute. Je suis venue manger ici, tous les jours, et puis j'ai pris les kilos, quoi. Je me sens bien ici, quoi. Ici, c'est comme ma vie de famille, quoi. J'ai même sauté du 3 mètres. L'association est financée principalement par la loterie romande, mais elle reçoit aussi des dons des communes et des paroisses voisines. Je crois que c'est un mystère pour personne que les subventions baissent un peu partout dans le monde du social et c'est là que l'Église a un rôle fondamental à jouer. Et moi, je suis très contente de bénéficier de cette aide. Elle est manifeste et l'Église, là, peut revenir et ramener un soutien. Et je crois que la population accueillie touche particulièrement l'Église, justement. Les personnes qui ne peuvent pas payer 5 francs, le prix du repas, ont en échange la possibilité de travailler dans la maison ou dans le jardin. Roger leur apprend à cultiver des légumes qui serviront à la confection des repas. Une façon pour chacun de rester digne. Vito Angelillo, voilà cette femme atteinte d'un cancer qui, depuis qu'elle fréquente ce lieu, a regrossi, donc sans doute peut mieux lutter contre ce cancer. C'est sans doute parce qu'elle est seule qu'elle se nourrissait mal. Alors, je crois que c'est un des grands défis dans notre société occidentale et suisse en particulier, c'est comment garder les personnes dans leur environnement social. La désocialisation, la désintégration des liens sociaux est certainement un des problèmes qui est majeur maintenant à notre époque. Et la solitude des personnes d'un certain âge est également très grande. Et effectivement, une étude sur Genève, il y a quelques années, avait montré que les personnes âgées avaient de la peine à bien se nourrir du moment qu'elles étaient seules à vivre à la maison. Alors cette dame m'a confié qu'elle avait des enfants, mais qu'elle n'osait pas demander à ses enfants qui eux-mêmes avaient beaucoup d'activités, enfin, avaient eux-mêmes leur vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Ahmad Benani ? Moi, je suis sensible évidemment à ce type de situation, mais je crois qu'il est nécessaire de sortir du pathos. Et de croire par exemple que les réponses religieuses pourraient être des choses qui réconfortent. Effectivement, la religion est un peu le soupir de l'homme opprimé. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, bon, évidemment pas de manière égale, mais c'est de voir comment les gestionnaires du sacré, un certain nombre d'agitateurs qui se mobilisent au nom de la religion pour pallier finalement les insuffisances de l'État en matière d'aide et en matière de lutte contre la pauvreté, recherchent fondamentalement le pouvoir pour exercer une dictature, un système autocratique, opprimant, aliénant, qui est extrêmement inquiétant. Donc là aussi, il faut être d'une certaine vigilance et être extrêmement critique par rapport à cette nouvelle forme d'idéologisation du problème et de récupération de la désespérance humaine. C'est-à-dire, tout à l'heure, nous parlions en termes de responsabilité citoyenne, de l'engagement de l'individu, et ma crainte, c'est de voir que par rapport à ces situations effectivement dramatiques, se développent des courants néo-fondamentalistes, etc., des sectes qui récupèrent cette misère à leur profit, et ce qui doit aussi nous inquiéter. C'est pour dire que le problème est encore une fois extrêmement complexe et qu'il faut rester vigilant, dénoncer la pauvreté, mais dénoncer aussi les tentatives de récupération à d'autres fins que celles d'apporter des solutions réelles. Charles Ridoré, en fait, ce que dit la directrice de cette institution, c'est que l'État social se désengage un petit peu du social. Et alors le danger, est-ce que des communautés religieuses fondamentalistes ne pourraient pas s'engouffrer dans cette brèche en Suisse? On parle de la Suisse, là. Le risque existe. Chaque fois qu'il y a effectivement précarité très prononcée, il y a des messies qui arrivent et qui essaient de sauver donc le bon peuple en promettant donc le paradis pour demain. Donc ce risque-là existe. Et je crois que face à cela, les grandes religions du monde ont peut-être à reprendre donc leur rôle, un rôle disons, qui leur est propre, qui est un rôle plus moral, je dirais, donc de rappel
valeurs, de rappel de valeurs de vie par rapport, disons, à des valeurs de mort, disons que cette civilisation du tout économique, du tout financier, sont en train de promouvoir, parce que si nous ne prenons pas cette responsabilité-là, et si nous n'interpellons pas les différents acteurs par rapport, disons, à ces valeurs-là, effectivement, alors, ces sectes vont prendre la place et faire donc le travail, disons, à notre place, mais non pas en créant des sujets libres et responsables, mais effectivement en asservissant de nouveau donc les gens. Et cela, c'est pas ma conception donc de la religion, en tout cas, et de son rôle dans la société, dans le monde. Mais est-ce que vous avez concrètement constaté quelque chose sur le terrain? Alors, j'ai constaté, disons, cela dans le cas, par exemple, de mon pays, donc Haïti, où effectivement, nous avons eu une invasion de sectes fondamentalistes venant essentiellement d'Amérique du Nord et qui allaient jusqu'à payer des gens un certain montant, quelques dizaines de dollars et un sac d'aliments, de riz pour que les gens donc viennent dans leur église. Et puis donc là, c'est un discours donc très conservateur, très fondamentaliste, qui désarme les gens, qui en font donc des objets au lieu donc qu'ils soient des sujets donc libres et qui essayent de réfléchir et d'agir pour changer le monde. Et donc ici aussi en Europe, nous savons que de plus en plus on voit aussi apparaître des sectes qui justement créent une ambiance très conviviale, très chaude comme cela. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont des détresses effectives, eh bien, ces gens-là entrent dedans et souvent se trouvent pris dans une mécanique qui dépasse ce qu'ils avaient pensé. Disons, au départ, ils cherchaient donc une consolation et puis après, ils se trouvent pris en quelque sorte dans des engrenages. Donc, le risque existe ici aussi. Chafik Keshafji, à travers, au fond, la nourriture, est-ce qu'on peut appâter des gens et les emmener dans des communautés fondamentalistes ou extrémistes? C'est ce qui est curieux avec la nature humaine. On peut exploiter des richesses, mais on peut aussi exploiter la misère. Et c'est ça qui est extraordinairement tordu. Je l'ai vu en Afrique, très concrètement, il y a eu de l'aide alimentaire qui est arrivée. Et puis cette aide alimentaire est certainement partie de bonnes intentions. Mais cette aide alimentaire a cassé le marché local, parce que beaucoup de paysans n'arrivaient pas à rivaliser avec cette aide alimentaire. Ce qui fait qu'on voyait dans une ville comme Nairobi, où il y avait beaucoup d'aide alimentaire qui arrivait aussi, on voyait des personnes qui, tout à coup, remplissaient les églises. Alors on pourrait se réjouir, c'est un renouveau de la foi. Mais en même temps, lorsqu'on voit à quel point ces personnes étaient un peu exploité quand même dans ces églises, où c'était devenu un marché. Parce que tout à coup, un pasteur se dit, si 10 personnes me donnent la dîme, c'est-à-dire la 10e partie de leur revenu, ça donne un salaire. Alors, on peut se réjouir, puis en même temps, on voit que c'est une exploitation de la misère. Donc, il faut être extrêmement attentif, et je crois que Charles Ridoré a donné le terme juste, où on voit bien dans l'émission tout à l'heure, est-ce que la personne devient dépendante, ou est-ce que vraiment, peu à peu, il y a un accompagnement pour que la personne devienne sujette, que c'est elle qui finalement prend sa vie en main. Mais c'est extrêmement facile de manipuler dans ce moment de fragilité extrême pour épancher ses bons sentiments ou finalement pour dominer. Donc là, ça demande une vigilance déjà au sein des communautés, mais je pense aussi des journalistes ou des chercheurs pour dire attention, vous pensez faire du bien, mais ce bien que vous faites est en train de détruire, en train de faire beaucoup plus de mal. Donc ça demande, je crois, une certaine vigilance et puis un regard les uns sur les autres pour éviter des dérives de dépendance. Au Programme alimentaire mondial, bien sûr qu'on travaille beaucoup avec les ONG, les organisations non gouvernementales locales, bien sûr qu'on essaie de favoriser. Et effectivement, on est très confronté à ce problème-là. Il faut toujours qu'on fasse très, très, très attention de choisir effectivement des organisations qui ne feront pas de prosélytisme et de bien sûr de voir à ce que l'aide alimentaire ne débalance pas les marchés locaux. Ça, c'est vraiment très, très, très important. On n'a pas parlé des églises traditionnelles. Si l'État social se désengage un peu et il laisse plus de place aux églises traditionnelles, est-ce que c'est à elles de faire de l'aide sociale, au fond, à la place de l'État, si j'ose dire? Alors, je pense qu'elles l'ont toujours fait. Je pense que les églises sont quand même basées sur la communauté et que la communauté est souvent appelée à exprimer sa solidarité par rapport aux membres de la communauté qui sont les plus faibles. Ceci dit, les églises s'organisent aussi. Il se trouve qu'en Suisse, l'Église, en tout cas l'Église catholique, a donné, si on veut, mandat à certaines organisations, à Caritas en particulier pour le monde catholique, pour réaliser justement ces tâches sociales, elles-mêmes ayant d'autres tâches comme la liturgie ou la pastorale. Mais c'est une question de partage des responsabilités. Et je pense que ça fait partie vraiment des éléments fondamentaux de la mission des églises que d'avoir un regard sur l'état social de la communauté. Vous dites, Charles Ridoré, ce sera le mot de la fin, les églises et l'État doivent être complémentaires? Tout à fait, et je crois donc que les églises ont la responsabilité d'interpeller donc tous les autres acteurs importants sur leurs responsabilités, disons, pour que, disons, ensemble, chacun, disons, contribue, disons, à créer un monde qui soit, disons, plus vivable.
Shafik et Shafji, encore ajouter quelque chose? Je pense que c'est vraiment l'avenir, c'est une société de partenariat. La société est tellement complexe, on ne peut pas résoudre tout seul. On a besoin à plusieurs échelons, effectivement, d'entrer dans une sorte de partenariat. Donc c'est vraiment en s'interpellant mutuellement, sans se faire trop d'illusions, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il y a un discours idéologique incroyable et il faut toujours décoder ce qui se passe. Mais en même temps, c'est dans ce type d'interpellation et d'intercritique qu'on peut essayer de construire un monde plus solidaire. Alors voilà, pas d'illusion, solidarité, ce seront les mots de la fin. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Excellent dimanche. Thank you.